Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Face au problème algérien novembre 1954 au janvier 1956. Joseph Begara envisage le problème algérien, avant le déclenchement de ce que l'on appellera alors les événements, sous l'angle du nécessaire progrès social. C'est par ce prisme que son analyse de la situation du pays se développe à la Fédération socialiste d'Oran, à l'Assemblée de l'Union française et au comité directeur du Parti socialiste SFIO. C'est ce regard qu'il faut tenter de restituer et de comprendre, à travers d'abord un engagement militant. Au sein de la SFIO, Joseph Begara présente un profil qui n'est pas inhabituel. D'origine modeste, boursier et interne de l'école normale puis instituteur, fruit de la promotion sociale typique de la Troisième République, son parcours n'est pas sans évoquer celui du secrétaire général Guy Mollet. Ce dernier saura d'ailleurs jouer de l'image de petites choses que ses origines lui confèrent, comme le montre bien François Lafont dans sa récente biographie. On pourra peut-être expliquer, du moins en partie, le lien entre les deux hommes par ces parcours comparables, représentatifs dans une certaine mesure du profil moyen du militant SFIO. Marc Sadoun montre que dans ces années, malgré la persistance du symbole déployé d'un parti ouvrier, la SFIO devient en réalité un parti des moyens 17, où les enseignants, les instituteurs notamment, sont nombreux et tiennent un rôle de premier plan. Joseph Begara correspond tout à fait, en outre, à ce républicanisme socialiste des instituteurs d'Algérie décrit par René Galissot dans son récent ouvrage. Joseph Begara se distingue, dans un parti qui ne prête que peu d'attention à l'Algérie avant la guerre, par un intérêt précoce pour les problèmes sociaux de ces trois départements français où les inégalités de répartition des richesses nourrissent un système qu'il dénonce. Ainsi, au comité directeur du 23 juillet 1953, après les manifestations des Algériens à Paris lors de la fête nationale, il explique à propos de cette population: c'est un problème qui va se poser avec une acuité de plus en plus grande. En raison des excédents de naissance en Afrique du Nord, il n'y a pas de solution à l'immigration. La solution est à rechercher en France et en Algérie. La main-d'œuvre nord-africaine n'est généralement pas spécialisée. Une première solution semble être la formation professionnelle des jeunes Algériens, mais la vraie solution serait le développement des ressources de l'Algérie. Les principaux thèmes de son discours sont présents: la démographie, le défaut de formation de la jeunesse, le nécessaire développement économique. Dans les premiers mois de la guerre, c'est la clé de compréhension que Joseph Begara applique au conflit algérien, qu'il explique en grande partie par l'exaspération de la population musulmane face aux injustices sociales. Dans le même ordre d'idées, il publie en juin 1953 dans la Revue socialiste un article sur la scolarisation en Algérie. Il y dénonce les insuffisances du plan de scolarisation de 1944, qui n'est pas parvenu à scolariser 2 millions d'enfants âgés de 6 à 14 ans, dans la très grande majorité musulmans. Ce retard est en outre aggravé par le fort taux de renouvellement de la population algérienne, qui commande l'accélération des efforts de construction d'écoles et de formation de maîtres. Joseph Begara aborde également dans cet article le thème de l'enseignement de la langue arabe, qu'il souhaite voir se développer dans les écoles pour les enfants musulmans et d'origine européenne. Il va jusqu'à poser le principe de l'institution d'une épreuve facultative d'arabe à l'examen du certificat d'études primaires et à l'entrée en 6e dans les établissements du second degré, en mesure de faciliter le passage dans l'enseignement secondaire d'enfants musulmans jusque-là très largement absents des lycées algériens. Le premier retard pallié par une aide métropolitaine indispensable, qu'il souhaite voir augmenter, il envisage ensuite l'élaboration d'un plan plus général et ambitieux d'ouverture d'écoles techniques, de cours professionnels et agricoles. Ainsi la population algérienne dans son ensemble pourra-t-elle jouir d'un niveau de formation supérieur, ce qui permettra de mener à bien le développement économique algérien. Préparer une main-d'œuvre qualifiée et les cadres de l'Algérie de demain, c'est aussi faciliter l'équipement économique de ce pays. Il ne suffit pas d'installer des machines, il faut aussi former les hommes appelés à s'en servir, si l'on veut assurer la prospérité générale et relever le niveau de vie de chacun. Derrière ces thèmes chers à Joseph Begara pointe l'accusation, adressée à la métropole, d'un manque de solidarité avec l'Algérie.
Cette dernière serait incapable, dans les conditions dans lesquelles elle se trouve, de financer son enseignement, mais ces ressources, quand elles seront correctement exploitées par une population formée, pourront réduire, sinon éliminer, les phénomènes d'inégalité et de pauvreté qui sont en constante augmentation. Un sentiment d'inquiétude se dégage de cet article qui montre bien que la situation doit rapidement évoluer pour pallier les problèmes sociaux algériens. Il y a déjà une urgence à réformer l'Algérie, dont la situation promet d'aller de mal en pis. Les thèmes favoris de l'analyse du problème algérien par Joseph Begara sont ainsi présents avant le déclenchement des attentats simultanés de la Toussaint 1954. Ils ne sont pas inventés pour l'occasion. Bien au contraire, ces attentats viennent vérifier la certitude qu'a le secrétaire fédéral de la SFIO d'Oran de la nécessité urgente de réformer l'Algérie pour venir à bout de la situation inacceptable dans laquelle vit une grande partie de sa population. Les dernières lignes de son article de 1953 sont à cet égard révélatrices. Il y rappelle que le principe contenu dans les lois scolaires de Jules Ferry, selon lequel l'école de la République française est laïque, gratuite et obligatoire, n'est toujours pas appliqué à l'Algérie, dont il ne faut pas oublier qu'elle est pourtant un groupe de 3 départements français. Ce retard, auquel les efforts consentis jusque-là ne sont pas en mesure de remédier, est intolérable dans le cadre unitaire de la République française, dont les principes doivent s'appliquer uniformément sur le territoire national. Le cas de la scolarisation semble particulièrement important pour le boursier de l'école normale devenu instituteur. Il révèle en fait une position plus générale sur la situation sociale de l'Algérie, qui suscite à de nombreux égards son indignation. Les attentats du 1er novembre 1954 ne modifient donc pas radicalement son analyse, mais y apportent toutefois de nouveaux éléments. Son regard s'enrichit en effet d'une dimension plus nettement politique. Le soulèvement armé de la Toussaint sonne pour Joseph Begara comme un avertissement qu'il faut savoir entendre. À l'Assemblée de l'Union française, où l'on discute le 23 novembre 1954 du deuxième plan d'équipement et de modernisation, il prend la parole et consacre son propos à l'Algérie, en demandant à ses collègues de bien vouloir pardonner cet esprit quelque peu régionaliste qui l'anime. Passant en revue les données du problème algérien, qu'il lie au chômage, à la démographie, au défaut d'encadrement et de formation de la jeunesse, il termine en regrettant que la France, sortie du conflit indo-chinois, ne consacre pas plus d'attention et de moyens à l'Afrique, et ajoute que, en ce qui concerne l'Algérie, l'avertissement reçu le 1er novembre nous rappelle qu'il n'est pas permis de tarder plus longtemps. Joseph Begara estime qu'une réforme bouleversant les fondations de la vie politique algérienne est nécessaire pour permettre l'égalisation des droits entre tous les membres de la population et créer les conditions d'une nouvelle harmonie. Ainsi, durant ces premiers mois de la guerre, il plaide avec énergie et conviction pour une réforme qu'il conçoit comme sociale et politique, indissociablement. Cette position induit une analyse du mouvement algérien en tension constante entre la réprobation des violences et une certaine indulgence, ainsi qu'une vision du conflit qui distingue entre une répression juste et utile, et les dangers des débordements de celle-ci qui peut faire basculer le pays entier dans la rébellion. Dans cette période, Joseph Begara semble croire avec force à la possibilité d'un règlement rapide du conflit, appuyé sur des réformes amples et volontaires et une répression nécessaire mais mesurée. Chapitre 1. Pour une Algérie heureuse et prospère. Dès les premières semaines du conflit, Joseph Begara attire l'attention de l'opinion métropolitaine et algérienne sur la situation sociale de la population musulmane. Il fait publier à ce sujet une première série d'articles, dans le Populaire à la fin du mois de novembre puis, à la demande d'Alel Saadoun, membre influent de la section SFIO d'Oran, dans le quotidien de gauche, créé en 1937 pour soutenir le Front populaire Oran républicain. Ce dernier est à cette époque étroitement lié à la Fédération socialiste, dont il relaie assez largement les convictions, notamment à travers la chronique quotidienne d'Alel Saadoun, Opinion de militants. Les titres de ces articles suffisent pour comprendre en partie leur orientation. Le problème algérien n'est pas celui de la répression. Il faut une politique économique et sociale hardive, suivie du second volet, la misère, drame de l'Algérie. Begara y développe les thèmes qu'il avait déjà mis en avant par le passé,
et sur lesquels il continuera d'insister tout au long de l'année 1955. Le problème démographique algérien. À l'Assemblée de l'Union française, moins de 2 semaines après les attentats de la Toussaint, Joseph Begara fait un exposé sur la situation algérienne qui révèle la continuité de sa pensée. Il met en valeur la gravité de la situation de la population musulmane, fondée sur une démographie extrêmement dynamique. Il expose ainsi aux conseillers les données du problème. La détresse dans laquelle se trouve plongée la jeunesse algérienne, qu'elle soit instruite ou non, est très grande. Ce problème est d'autant plus angoissant que plus de la moitié de la population d'Algérie a moins de 20 ans. L'on ne peut donc en retarder plus longtemps la solution. À cette jeunesse désœuvrée, il faut ouvrir les portes de l'espoir, il faut apprendre un métier et procurer un emploi, c'est là une tâche extrêmement urgente. Il continue en abordant un point sur lequel il s'était déjà exprimé à plusieurs reprises dans le passé, mais dont la prise en compte est désormais plus urgente, la scolarisation. Il rappelle ainsi que le plan de 1944 n'a pas été pleinement appliqué. La cadence que ce dernier s'était fixée n'a pas été respectée. Seuls 50 000 enfants ont été admis dans les écoles. Le problème vient d'abord, selon lui, de la faiblesse des aides financières de la métropole, dont le montant ne parvient pas à financer les réformes algériennes. Il reprend le même thème à la séance de l'Assemblée de l'Union française du 5 juillet 1955. Il explique aux conseillers que la scolarisation doit être la pierre angulaire de tout plan de réforme sociale en Algérie. Il faudrait que dans un délai assez court, dans une dizaine d'années environ, fût réalisée la scolarisation complète, mais il est certain que l'effort financier dépasse considérablement les possibilités de la seule Algérie, pays jeune, peuplé de jeunes enfants à instruire, à former, accablé d'un chômage étendu. La métropole pourrait faire un effort beaucoup plus grand que celui qu'elle accepte actuellement. Plus loin, il s'étonne que les centres d'apprentissage, en nombre insuffisant qu'il a visités, n'accueillent en outre que peu d'élèves musulmans. Il constate que, la voie d'accès étant un concours très sélectif, les élèves européens sont avantagés par un meilleur usage de la langue française, et cette difficulté constitue un handicap très sérieux pour le candidat musulman. Il est intéressant de constater qu'à aucun moment Joseph Begara ne se pose la question du racisme comme cause éventuelle de ce handicap. Pourtant, ce thème était déjà cher à certains militants de la cause de l'Algérie algérienne, 21. S'il reprend l'un des grands thèmes de son analyse passée, Joseph Begara le fait dans un cadre radicalement nouveau et il en est conscient. Il semble estimer que la rébellion a en partie pris racine sur le terreau de l'injustice sociale dont est victime la part musulmane de la population algérienne. S'il attire l'attention sur le sort de la jeunesse, c'est qu'il pense que celle-ci est un réservoir humain potentiel pour les troupes nationalistes. Lors de la première séance du comité directeur dans laquelle la situation en Algérie fait l'objet de l'ordre du jour, le 26 janvier 1955, Joseph Begara parle de cette même jeunesse musulmane qui, qu'elle appartienne ou non à l'élite, pourrait être poussée vers les mouvements nationalistes par le manque de perspective que lui offre la situation coloniale. Il explique qu'il existe, en dehors des partis nationalistes, une élite musulmane qui cherche sa voie, mais que toute cette jeunesse est aigrie, si on ne lui donne pas sa place, elle ira vers les mouvements nationalistes. Quant à la grande masse, plusieurs millions de jeunes sans instruction, ni métier, ni emploi, ils sont prêts à toutes les aventures 22. C'est dire combien le problème de la jeunesse doit être pris au sérieux. Les insuffisances du plan de scolarisation de 1944, la difficulté pour les jeunes musulmans d'accéder à l'enseignement supérieur ou de bénéficier d'une formation professionnelle, sont les raisons potentielles d'un enrôlement dans les rangs nationalistes. Dans un exposé au cercle des fonctionnaires d'Oran à la fin du mois de janvier 1955, Joseph Begara explique bien qu'il s'agit, en favorisant le plus rapidement possible les mesures concernant la formation de la jeunesse algérienne, de gagner ou de perdre un groupe encore disponible, c'est-à-dire ces jeunes que l'injustice commise à leur encontre rendra facile à endoctriner pour le mouvement nationaliste. Il dénonce l'indifférence de la métropole et de sa classe politique à leur égard, et exhorte la France à ne pas fermer les yeux à toutes ces tristes réalités. Dans la seconde série d'articles qu'il publie dans Oran républicain dans les premiers mois de la guerre, les 10, 11 et 12 mars 1955, sous le titre générique « Pour une Algérie heureuse et prospère », l'avertissement se fait plus explicite encore.
Dans le deuxième article de la série, intitulé Expansion et plein emploi, il attire l'attention des lecteurs sur le problème du chômage des jeunes et avertit qu'on y prenne garde. De la condition humaine qui sera assurée aux jeunes Algériens dans le futur dépend sûrement la vie harmonieuse de tout le pays. Le sentiment de l'injustice de la situation réservée aux jeunes Algériens ressort très nettement du discours du délégué oranais au Congrès national extraordinaire de la SFIO à Suresnes des 10 et 11 novembre 1954. Il reprend le texte d'un discours du président du Conseil Pierre Mendès France du 6 novembre 1953, sur l'importance pour la République de répondre aux espoirs et aux besoins des jeunes. Il y substitue au mot de France celui d'Algérie, accolé au terme de jeunes. Il conclut ensuite son intervention sur ces mots, qui révèlent son amer regret de voir la métropole se préoccuper si peu de ses territoires d'outre-mer en général et de l'Algérie en particulier. Il faudra bien qu'un jour le président du Conseil Mendès France ou un autre s'adresse non seulement à la jeunesse de France, ce qui est bien, mais également à la jeunesse de toute l'Union française. Et si ces paroles venaient à être prononcées sur ce ton, dites-vous qu'elles rencontreraient dans l'esprit des jeunes d'outre-mer une résonance considérable, parce qu'elles iraient frapper des réalités autrement dures que celles que connaissent nos jeunes de France. Le problème économique algérien. Le 20 janvier 1955, le groupe socialiste SFIO, mené par Begara, dépose à l'Assemblée de l'Union française une proposition tendant à inviter le gouvernement de la République à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la reprise de la manufacture des textiles oranais, MTO, qui vient de fermer ses portes, réduisant au chômage 700 ouvriers s'ajoutant aux 2200 ouvriers chômeurs que compte déjà la ville de Tlemcen. La situation de cette ville d'Oranie de 73 000 habitants dans laquelle près de 3 000 chefs de famille se trouvent privés de tout moyen d'existence, au moment le plus rude de l'hiver, appelle, selon le groupe socialiste, la mise en place de mesures urgentes et énergiques pour donner du travail aux nombreux chômeurs de Tlemcen en particulier, de l'Algérie en général, par les pouvoirs publics. Lors de sa visite avec Maurice Rabier, député oranais du premier collège à l'Assemblée algérienne, à la section SFIO de la ville le 22 mars 1955, Joseph Begara assure les militants de sa volonté de voir le problème abordé en métropole et résolu. Ce cas particulier illustre la situation de l'Algérie en général pour Joseph Begara qui s'exclame, dans un propos rapporté par Oran républicain en janvier 1955, « La ville de Tlemcen vit intensément un drame social que partage, hélas, toute l'Algérie. » En effet, le chômage, en partie dû aux insuffisances de la formation scolaire et professionnelle, touche durement les foyers musulmans, et crée une situation de misère qui n'est pas sans rappeler la clochardisation, dénoncée par l'anthropologue Germaine Tillion dans l'Algérie en 1957-23. Devant l'Assemblée générale des sections socialistes d'Oran, le 7 janvier 1955, Joseph Begara aborde le problème algérien devant ses camarades en insistant, selon l'article publié le lendemain dans Oran républicain, sur la mauvaise répartition des revenus en Algérie, le paupérisme atroce dans ses aspects voisinant avec certaines richesses insolentes, affirmant que tels sont les éléments de base qui définissent le problème algérien. De même, lors de sa présentation des conditions sociales de l'Algérie à l'Assemblée de l'Union française, le 23 novembre 1954, après avoir évoqué le chômage et l'insuffisante scolarisation, Joseph Begara demande « Faut-il aussi parler de l'habitat, des affreux bidonvilles, de la misère de l'habitat rural ?» Le problème du chômage est envisagé sous l'angle de ses conséquences désastreuses sur le niveau de vie des familles musulmanes, en très net décalage avec la fraction européenne de la population. Le fond du problème semble tenir à cette inégalité sociale et économique, qui apparaît comme une injustice faite à la plus grande partie des individus du pays ainsi. À la réunion du comité directeur de la SFIO du 26 janvier 1955, Joseph Begara explique que le gros problème est celui de faire vivre 9 millions de musulmans et 1 million d'Européens aux ressources et aux moyens différents. Dans le deuxième article de la série publiée dans Oran républicain en mars 1955, Joseph Begara reconstitue le chemin qui mène quasi mécaniquement le chef de famille musulman du chômage à un sentiment d'injustice, pour aboutir potentiellement à la rébellion. Lorsque l'homme ne travaille plus, c'est la misère la plus complète au foyer musulman.
Il devient alors bien difficile au père de famille déjà en lutte contre sa propre désespérance, puis accablé par les souffrances des siens, de résister aux invites à l'action de force. Il s'insurge contre un sort dans lequel il ne voit qu'un déni de justice. Le problème de la misère des familles musulmanes et des inégalités de répartition des ressources et des richesses dans la population générale appelle, dans le raisonnement de Joseph Begara, la réalisation volontaire, énergique et urgente de réformes sociales audacieuses. C'est qu'en effet, pour lui, l'élimination des motifs sociaux du mécontentement serait le premier pas indispensable vers le règlement du conflit. Le paradigme économique et social au cœur de l'analyse de l'insurrection. Le 10 juin 1955, lors de leur tournée des sections de la Fédération oranaise qu'ils visitent pour exposer la politique générale du parti, Joseph Begara et Maurice Rabier s'expriment à Sidi Bel Abbès au cours d'une réunion à propos de l'Algérie. La note de la police des renseignements généraux, PRG, conservée dans le fond de la préfecture d'Oran, indique qu'ils préconisèrent l'industrialisation à outrance comme seul moyen, affirmèrent-ils, de lutter efficacement contre le terrorisme en donnant du pain à tous les ouvriers. Une telle affirmation procède d'une pensée très évidemment sociale, des phénomènes humains en général et du problème algérien en particulier. Pour eux, ce dernier doit être abordé sous l'angle de réforme volontaire des conditions de vie des populations musulmanes, pour éliminer à la racine les causes de l'insurrection. S'il existe certes, et on le verra plus loin, des conditions politiques au retour à la paix civile, les mesures urgentes sont d'abord économiques et sociales. Pour régler le problème algérien sur le plan économique, il faut investir dans l'agriculture, l'industrie pour donner du travail aux milliers de chômeurs. Il faut améliorer les terres. Il faut édifier des barrages, construire des usines et aussi, sur le plan social, construire des écoles, des hôpitaux, équiper socialement le pays, dit Joseph Begara à l'Assemblée de l'Union française le 9 décembre 1954, laissant ensuite entendre que la solution du problème algérien n'est qu'en partie sociale. C'est pourtant l'angle qu'il privilégie dans les premiers mois de la guerre. Il s'agit en particulier d'augmenter les aides financières métropolitaines, pour améliorer les conditions de la formation scolaire et professionnelle, et d'investir dans l'industrie pour résorber le chômage. Tout effort économique en Algérie doit être lié, pour Joseph Begara, à la réalisation du social, qui constitue la finalité de tout travail en ce sens. Lors de la séance du 5 juillet 1955 à l'Assemblée de l'Union française, il salue la qualité du rapport sur la proposition tendant à l'octroi d'une aide financière à l'Algérie, mais rappelle que cette dernière ne doit être considérée que comme un moyen. En effet, il s'agit non seulement de relever le potentiel économique de l'Algérie, mais également de la condition humaine, but essentiel à poursuivre. L'État doit investir en Algérie de façon bien plus importante qu'il ne l'a fait jusque-là. La contribution financière métropolitaine décidée dans le cadre d'un plan quadriennal est largement insuffisante pour rattraper le lourd retard des départements algériens, s'indigne Joseph Begara auprès du comité directeur et à l'Assemblée de l'Union française entre novembre 1954 et janvier 1956. Or ces mesures sont les préalables indispensables à tout règlement de la rébellion nationaliste, mais aussi et surtout au comblement des inégalités criantes séparant deux populations qui désormais s'affrontent. Le manque de solidarité financière de la métropole nourrit la critique de la politique gouvernementale que développe Joseph Begara durant la première année de la guerre. Les attentats du 1er novembre doivent selon lui créer, en réaction, une dynamique volontariste de réforme, pour supprimer les motifs sociaux et économiques du mécontentement et ramener la paix civile. Ainsi plaide-t-il fermement au comité directeur du 5 octobre 1955 pour la rapide entrée en vigueur de réformes spectaculaires. Car si le gouvernement se complaît dans l'immobilisme, nous allons à la catastrophe. Sa critique de la politique gouvernementale, modérée avec Mendès France puis plus hostile à partir de mars 1955 avec Edgar Faure, ne se fonde pas seulement sur le retard préjudiciable pris dans l'accomplissement de nécessaires réformes sociales,
pour le socialiste oranais, le problème ne doit pas seulement être considéré comme social, même s'il l'est pour une très grande part. Il existe aussi des conditions politiques insatisfaisantes, qui alimentent une critique du système colonial en Algérie à laquelle il faut aussi s'intéresser. Chapitre 2. Pour une réforme politique. Pour Joseph Begara, durant les premiers mois de la guerre, le problème politique, s'il existe, n'est pas encore fondamental. Il s'agit d'abord de redresser l'état du pays sur le plan social, tout en s'intéressant aux conditions insatisfaisantes de la vie politique. C'est là qu'il se distingue de camarades qui, plus tard, contribueront à la crise de la SFIO par leur départ 24, et avec lesquels il a entretenu une proximité de pensée. C'est le cas notamment de Charles-André Julien, qui a participé avec lui, en 1953, à la formation du comité France-Maghreb pour protester contre la destitution du sultan du Maroc. Joseph Begara dénonce très tôt les problèmes de la vie politique algérienne, se prononçant dès juillet 1946 à l'occasion du Congrès interfédéral algérien, et à l'inverse des deux autres secrétaires fédéraux algériens, pour l'élection de l'Assemblée algérienne au collège unique et contre la politique d'assimilation, et soutenant la motion de Charles-André Julien d'orientation fédéraliste. Mais il donne pour longtemps la priorité à la réalisation du social, qui reste pour lui le but essentiel de toute action en Algérie. Abordant le problème algérien, consciemment, comme un problème d'abord social, ensuite politique, il s'interdit peut-être alors de considérer pleinement ce dernier aspect. Ainsi, alors que sur les plans économique et social il développe une pensée hardie, il ne reconnaît jamais vraiment à cette époque l'existence d'une question nationale algérienne. De sa position initialement avancée, Joseph Begara ne renie rien durant les premiers mois de la guerre et se prononce très nettement, dès novembre 1954, pour des réformes politiques dans le sens indispensable d'une moralisation de la vie civique algérienne, interdisant par exemple les pratiques de fraude électorale jusque-là acceptées, et prônant la mise en place rapide d'un collège électoral uni. C'est dans ce cadre qu'il dénonce la réaction algérienne avec vigueur, car elle constitue pour lui un obstacle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'esprit de réforme qui l'anime. Le but essentiel de toute réforme des conditions de la vie politique algérienne est la concorde des communautés. Il s'agit, durant ces premiers mois du conflit, de promouvoir sa vision d'une Algérie nouvelle et fraternelle, capable de faire vivre en harmonie toutes les composantes de sa population. Indissociablement sociale et politique, la solution doit surtout être humaine. C'est cet impératif que le soulèvement du Nord constantinois du 20 août 1955 rendra plus pressant et angoissant, mais aussi plus difficile à imposer tant l'inquiétude commencera à monter dans les fédérations SFIO algériennes. Les données de la réforme. En août 1947, le projet de statut de l'Algérie que présente Maurice Rabier au Congrès socialiste de Lyon est inspiré en partie du travail de réflexion mené par Joseph Begara avec Ahmed Boumengel. Cadre de l'Union démocratique du Manifeste algérien, UDMA, ce dernier est un ancien camarade de l'école normale avec lequel Begara a gardé des contacts étroits, vraisemblablement interrompus par la guerre. Begara défend fermement la version proposée par Rabier, dont l'orientation, sans dire le mot, est fédéraliste. Profondément scandalisé par le trucage des élections du second collège de l'Assemblée algérienne en 1948, trucage orchestré par le gouverneur général socialiste, Marcel Edmond Negelen, il proteste vivement contre cette pratique lors de la première année de sa présence au comité directeur en 1950. Dès le déclenchement du conflit, Joseph Begara demande l'application complète du statut de l'Algérie de 1947. Celui-ci, considérablement amoindri par Paul Ramadier et Édouard Depreux, respectivement président du Conseil et ministre de l'Intérieur par rapport au projet initial de Rabier, par crainte de déplaire au mouvement républicain populaire, MRP, membre de la coalition gouvernementale, porte notamment création de l'Assemblée algérienne, élue par 2 collèges. 60 députés représentant la population européenne et 60 autres la population musulmane. Mais les représentants de la population musulmane sont choisis de fait par l'administration et les urnes bourrées, par crainte du triomphe des partis nationalistes de l'UDMA et du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Le statut prévoit en outre la transformation des communes mixtes,
dirigé par un fonctionnaire de l'administration française assisté par une commission municipale dont les éléments européens sont élus et les membres musulmans partiellement désignés, en commune de plein exercice. Mais la réforme municipale est loin d'avoir été appliquée. Lorsqu'à la réunion du comité directeur du 8 décembre 1954, il présente ses impressions sur la situation algérienne après les attentats de la Toussaint, Joseph Begara explique qu'il existe une question politique majeure à régler. Un gros malaise politique règne en Algérie. Les élections du second collège sont truquées et les élus, dans leur quasi-totalité, ne représentent absolument rien et ne défendent donc pas la population, qui se trouve ainsi abandonnée. Il faudrait le plus tôt possible, par étapes, revenir à des élections normales. Un autre malaise, moins grave cependant à mon sens, est né de la non-application du statut d'Algérie. Plus sérieux est le retournement de l'opinion publique algérienne, qui se trouve attirée vers une politique d'intégration de l'Algérie à la métropole avec suppression de tout ce qui différencie l'Algérie de la métropole. Les Algériens tiennent à être des citoyens français, sans restriction de droits ni de devoirs. L'aspect politique du problème algérien revêt donc deux dimensions essentielles, reprises régulièrement par Joseph Begara dans ses discours: le non-respect des élections et l'application insuffisante du statut. S'il affirme la volonté de la population algérienne d'être intégrée à la République française de façon complète, il explique que, si on laisse aller les choses, la situation s'aggravera terriblement et le nationalisme le plus outrancier aura l'audience des masses. Dans son article paru dans Oran républicain le 29 décembre 1954, il rappelle l'existence de ce problème politique que la plupart des hommes politiques nient. Pour lui, les méthodes déplorables utilisées en Algérie ont des conséquences très graves. Les musulmans souffrent de ce manque de respect élémentaire et s'éloignent logiquement de l'exercice de leurs droits politiques. Le statut de 1947 doit être appliqué entièrement et loyalement, et le gouvernement doit prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Il s'agit de réformer complètement la vie politique algérienne, en redonnant du sens à une démocratie qui ne respecte pas les droits élémentaires d'une partie de sa population. Moraliser les élections en Algérie devient une tâche urgente. Il serait dangereux de priver plus longtemps les Français musulmans d'Algérie de moyens d'expression libres et démocratiques. Tout au long de l'année 1955, Joseph Begara porte les mêmes idées dans ses interventions sur le problème algérien. Il faut appliquer des réformes sociales et politiques urgentes. Ainsi, lors de l'Assemblée générale des sections socialistes oranaises, le 7 janvier 1955, il préconise l'application loyale du statut, la moralisation des élections et la mise en place d'un programme hardi de scolarisation. À certains auditeurs qui s'inquiètent des conséquences d'une mise en pratique d'un tel programme, il répond que des risques doivent être pris qui soient capables de ramener l'Algérie à une situation de paix. Il faut que les élections soient respectées, et malgré le danger qu'elles représentent pour l'élément européen, elles doivent être entièrement libres. Il s'est d'ailleurs fermement opposé à la mesure d'interdiction du MTLD prise par le gouvernement de Pierre Mendès France, au Congrès national extraordinaire de Suresnes de novembre 1954. Il condamne cette mesure qui prépare le regroupement dans la clandestinité de fractions jusque-là distinctes du nationalisme. Joseph Begara salue la volonté réformatrice du ministre de l'Intérieur François Mitterrand, qui présente le 5 janvier 1955 un vaste programme de réforme pour l'Algérie au Conseil des ministres, comprenant la création d'une école d'administration à Alger, la fusion des polices d'Algérie et de métropole et la disparition des communes mixtes, programme qui ne sera d'ailleurs jamais complètement appliqué. S'il en approuve le contenu, Begara le juge cependant insuffisant. Ainsi, au comité directeur du 26 janvier 1955, il explique lors de la discussion sur la situation en Algérie que d'autres mesures sont nécessaires, telles l'accession de l'élite musulmane au poste de l'administration, la réforme de la loi électorale pour éviter la fraude, en plus de mesures d'ordre économique et social, de lutte contre le chômage en particulier. Ce que Joseph Begara reproche au programme de réforme du gouvernement, c'est plus son imprécision, semble-t-il, que son contenu. Ainsi, lorsque 3 jours plus tard, il dirige la réunion du bureau fédéral de la fédération SFIO d'Oranie, il explique que d'importantes mesures ont été prises dont l'application effective n'est pourtant pas réglée.
Il met l'accent sur l'effort à fournir pour contrebalancer l'action des élus de droite d'Oranie, qui ne veulent pas des réformes et demandent l'envoi de troupes supplémentaires chargées du maintien de l'ordre. La litanie des obstacles à l'accès des Français musulmans d'Algérie à l'exercice complet de la citoyenneté, passant notamment par l'échec du projet Blum-Violette, qui en 1936 prévoyait l'accès d'une élite à la citoyenneté française, puis par la mauvaise application du statut de 1947, légitime dans l'esprit de Joseph Begara l'existence d'un sentiment d'injustice dans la population musulmane, sentiment déjà alimenté par les inégalités sociales et économiques. Dans un exposé au cercle des fonctionnaires d'Oran à la fin du mois de janvier 1955, rapporté dans un article d'Oran républicain rappelant les difficultés créées à l'exercice de la citoyenneté française par les musulmans, il dit ainsi que les Français musulmans ont peut-être quelques raisons de se méfier. Il explique que la situation peut toutefois encore évoluer favorablement, et que la France peut regagner la confiance de cette population si elle met en place un plan de réforme volontaire et dynamique englobant les domaines économiques, social et politique et basé sur de fortes contributions financières. Ce plan doit être un mouvement de tous les jours, une évolution constante. L'union peut encore se faire dans une collaboration confiante sur tous les plans. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Vers l'Algérie nouvelle et fraternelle. Il s'agit donc, dans les premiers mois de la guerre, d'agir vite pour restaurer un climat de confiance apte à favoriser le retour au calme. Or les obstacles à de tels changements sont nombreux, au premier rang desquels la force d'inertie représentée par ce que Joseph Begara désigne par le terme de réaction algérienne. Il s'agit de la minorité européenne qui détient la plupart des intérêts économiques en Algérie, et freine depuis le début de son activité militante l'évolution de la situation politique vers plus de démocratie et d'égalité. C'est l'existence de ce groupe, dont il craint dès le début des événements le rôle négatif, qui semble poser l'obstacle majeur à la mise en œuvre de réformes importantes. Il regrette qu'en Algérie la vie politique soit dominée par cette oligarchie économique, qu'il décrit dans Oran républicain à la fin du mois de janvier 1955 comme une minorité de privilégiés ayant à sa disposition presque toute la presse et la quasi-totalité des postes électifs, ayant le moyen d'agir sur les votes et cantonné dans une attitude négative et aveugle. On pense bien sûr à quelqu'un comme Alain de Sérigny, directeur du quotidien L'Écho d'Alger et dont la réputation réactionnaire n'est alors plus à faire. La situation de la presse à Oran est sensiblement différente. Le quotidien le plus lu, L'Écho d'Oran, est ainsi dirigé par un homme réputé libéral, Pierre Lafont, et Oran républicain est nettement socialisant. Il faut pourtant ajouter qu'à Alger d'autres quotidiens nuancent la situation d'une presse soumise entièrement au gros colonna, tels le Journal d'Alger et Alger républicain. Ce dernier cependant ne paraît plus après son interdiction en 1955. Au comité directeur du 26 janvier 1955, Joseph Begara désigne clairement l'existence de ce groupe et son influence comme une des causes du malaise algérien. Après avoir dénoncé le fait que 5000 colons font la loi et se dressent toujours contre toute réforme, il décrit la réaction algérienne qui applique à saboter la mise en place progressive du statut, notamment en ce qui concerne la suppression progressive des communes mixtes et leur remplacement par des communes de plein exercice, entravant ainsi la formation politique de l'ensemble des musulmans. Ce groupe s'oppose finalement à ce qui constitue dans l'esprit de Joseph Begara la véritable solution au problème algérien, la rencontre harmonieuse des deux communautés, musulmanes et européennes. Indissociablement social et politique, cet esprit de réforme cherche en fait surtout à permettre l'union des communautés. Au-delà des nécessaires mesures techniques, il s'agit de créer les conditions d'une rénovation des conditions de vie communes en Algérie. C'est parce qu'il accorde à ce projet la plus grande importance que Joseph Begara termine son propos sur les conditions économiques et politiques du problème algérien à l'Assemblée de l'Union française, lors de la séance du 9 décembre 1954, en disant que tout ne serait pas fait si l'effort de l'Algérie et de la France se réduisait à ses réalisations techniques. En effet, ce dont a besoin l'Algérie, c'est voir ces deux communautés cesser de vivre séparément, dans des conditions de vie inégales. Il faut, dans cette œuvre commune, unir étroitement tous les Algériens, tous les métropolitains. Il faut qu'à tous les échelons, partout, dans les ateliers, sur les chantiers, aux champs,
on réalise une collaboration de plus en plus étroite entre tous ceux qui participent au travail commun. Il conclut: eh bien, il faut obtenir de tous non seulement la collaboration des forces intellectuelles et manuelles, mais également l'adhésion des cœurs. Il faut saisir chez Joseph Begara l'importance de ce projet qu'il appelle de ses vœux, et dont il estime pendant plusieurs années encore que l'instauration est possible, par des réformes volontaires de grande ampleur dans tous les domaines, l'Algérie nouvelle car enfin réconciliée. C'est cette ambition qui guide en partie son analyse du problème algérien, du mouvement nationaliste, et des solutions à apporter au conflit. Le tournant du 20 août 1955. Le 20 août 1955 marque un tournant décisif dans la guerre d'Algérie. Les émeutes du Nord constantinois, suivies d'une répression collective et aveugle le 28, relancent le conflit et consacrent, dans cette partie du pays, la coupure définitive entre les deux communautés. Dans le reste de l'Algérie en outre, ces événements font naître un sentiment nouveau d'inquiétude, voire d'angoisse, notamment chez les militants socialistes. Le cas de Mostefa Ben Bamed, député socialiste du second collège de Constantine, qui rejoint le FLN au Caire en juillet 1956, illustre ce bouleversement. Le 29 août 1955, il est invité à s'exprimer devant le comité directeur dont il n'est pas membre. Il dit alors: « Je suis effondré et angoissé. Nous allons aborder des jours beaucoup plus tragiques. » Alors qu'il approuvait la dissolution du MTLD à la réunion du 26 janvier 1955, il en dénonce les effets pervers et ajoute que la répression a été trop brutale. Dans les mois qui suivent le soulèvement du 20 août 1955, Joseph Begara doit faire face aux premières inquiétudes et réticences de ses camarades socialistes oranais. Il alerte les membres du comité directeur sur le changement d'état d'esprit des fédérations algériennes en général, et de celle d'Oran en particulier lors des réunions des 5 et 12 octobre 1955. Dans la première, il fait part du sentiment d'inquiétude que ressentent les militants, qui souhaiteraient voir le Parti socialiste SFIO collaborer plus étroitement avec ces fédérations algériennes et propose de constituer une commission composée de membres du comité directeur et d'élus algériens. La semaine suivante, Joseph Begara brosse un tableau plus général, et avertit la direction de la SFIO des difficultés rencontrées pour faire comprendre en Algérie la politique du parti, par ailleurs bien reçue dans les fédérations de métropole. La fédération d'Oran en effet, demande de tout faire pour retarder le débat, à l'Assemblée nationale, afin de ne pas provoquer la chute du gouvernement d'Edgar Faure. À Constantine, le secrétaire fédéral dit être mis en minorité alors même qu'il suit la position du parti. Enfin, à Alger, on en revient à des solutions de type intégrationniste, en recul par rapport. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.